C'était en 1988. Un cinéaste polonais jusqu'alors inconnu, Krzysztof Kieślowski, était révélé au Festival de Cannes par un film sur la folie meurtrière, Tu ne tueras point. En un seul film, Kieślowski est alors devenu l'un des auteurs les plus en vue du cinéma européen, ce que confirmeront les sorties de La double vie de Véronique en 1991 et la trilogie Bleu-Blanc-Rouge en 1993. Un cinéaste polonais jusqu'alors inconnu. Et pourtant, à la sortie de Tu ne tueras point, Krzysztof Kieślowski a déjà plus de 20 ans de cinéma derrière lui. Tout au long des années 60, 70 et 80, il réalise en effet une œuvre particulièrement conséquente, mêlant court et long métrage, documentaire et fiction. Une œuvre pessimiste, critique, qui a toujours été de près ou de loin intimement liée à l'histoire de la Pologne, une œuvre dont on ne cesse encore aujourd'hui de redécouvrir l'importance. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne est à l'image de sa capitale Varsovie, en ruine. Libéré par l'armée rouge, le pays doit désormais envisager sa reconstruction à l'ombre de l'URSS. C'est en décembre 1948 que le Parti communiste polonais prend officiellement le pouvoir. La Pologne fait alors partie des démocraties populaires du bloc de l'Est et s'apprête à vivre plus de 40 ans sous contrôle soviétique. Nationalisation de l'industrie, planification de l'économie, collectivisation des terres, la Pologne s'adapte désormais aux besoins de l'URSS, tandis que la terreur stalinienne s'installe avec ses purges, ses emprisonnements, ses procès politiques, sa censure et sa propagande. La situation commence à évoluer au milieu des années 50. Après la mort de Staline en mars 1953, vient la déstalinisation. En 1956, Nikita Khrouchtchev, lors du 20e congrès du Parti communiste à Moscou, critique publiquement l'héritage de son prédécesseur et dénonce les nombreux crimes staliniens. En Pologne, la situation économique est particulièrement préoccupante et la contestation prend forme. En juin 1956, à Poznań, des grèves ouvrières se transforment en insurrection et sont réprimées dans la violence par l'armée. On comptera une 50aine de morts et près de 300 blessés. Poznań est le premier mouvement social d'envergure en Pologne. Il annonce les nombreuses grèves, manifestations et insurrections qui jalonneront désormais l'histoire du pays. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le cinéma polonais est rapidement nationalisé et contrôlé par l'organisme d'État Film Polski. Devant la pénurie de nouveaux cinéastes, la Film Polski décide de créer une école de cinéma. Ce sera l'école de Łódź, par laquelle passeront tous les grands cinéastes polonais. Pour tous ses élèves et ses professeurs, l'école de Łódź est décrite comme un îlot de liberté, un lieu d'ouverture et de dialogue, préservé de toute forme de pression extérieure. Au milieu des années 50, apparaissent des films et des cinéastes qui n'hésitent pas à s'éloigner du réalisme socialiste cher aux soviétiques et imposent une vision critique de la Pologne. Andrzej Wajda, avec Génération, propose un cinéma plus jeune, décrivant des personnages mal dans leur peau, désœuvrés et inquiets. À la même époque, Andrzej Munk réalise ses premiers documentaires puis sa première fiction, Les Hommes de la Croix-Bleue, des films qui s'éloignent eux aussi du positivisme habituellement prôné par le réalisme socialiste. En mai 1955, la Film Polski officialise ce début d'émancipation des cinéastes en créant les Zespols, c'est-à-dire des unités de production indépendantes gérées par les cinéastes eux-mêmes. Grâce à ces Zespols, un exemple unique d'indépendance artistique se met en place en Pologne. À la fin des années 50, le cinéma polonais vit donc un certain âge d'or. Wajda continue à tourner des films majeurs comme Canal ou Cendres et Diamants. D'autres cinéastes apparaissent, comme Kazimierz Karabaz, avec son documentaire Les musiciens du dimanche, ou Wojciech Has, avec Les Adieux. Plus tard, d'autres cinéastes importants comme Roman Polanski ou Jerzy Skolimowski réaliseront leur premier long métrage. La production de films ne cesse d'augmenter en Pologne, les ciné-clubs font leur apparition, des films de toute nationalité
peuvent enfin être montrés sur les écrans. C'est en 1964 que Krzysztof Kieślowski entre à l'école de cinéma de Łódź. Il a alors 23 ans. 2 ans plus tard, il réalise ses 2 premiers courts-métrages, Tramway, une fiction muette en noir et blanc, et L'Office, un documentaire sur un bureau administratif. Ces 2 premiers films pourraient faire office de programme. Commençons par Tramway. Les premières images pourraient faire penser à n'importe quel film Nouvelle Vague. Mais rapidement, le personnage se détourne de la fête dans laquelle il se trouve et sort dans la rue. Les fêtes, la drague, l'émancipation de la jeunesse, tout cela n'intéresse visiblement pas beaucoup Krzysztof Kieślowski. Comme une annonce de ses films à venir, le cinéaste décrit plutôt ici la solitude d'un personnage pas tout à fait à l'aise dans un espace collectif. Le jeune homme croise ensuite une jeune femme dans un tramway. S'ensuit un furtif jeu de séduction. Ces 2 personnages semblent séparés par une barrière invisible et ne peuvent se toucher qu'avec les yeux. Avec Tramway, Kieślowski décrit déjà une certaine fascination pour le croisement, la rencontre au hasard entre 2 personnages, le temps de quelques secondes en suspens, avant de reprendre chacun leur chemin en parallèle. Tramway était une fiction en plein air, L'Office sera un documentaire en intérieur. Dès les premiers plans, Kieślowski place sa caméra au milieu des gens, en plein cœur de cette file d'attente, à hauteur de regard. La dimension critique est ici immédiatement perceptible. Kieślowski décrit la séparation entre la population et son administration, lesquelles ne font visiblement pas partie du même espace-temps. Ici, le peuple a un visage, mais n'a pas le droit à la parole, tandis que les membres de l'administration sont dotés d'une voix, mais n'ont pas de visage. L'Office présente l'autre fascination du cinéma naissant de Kieślowski. Non pas la fascination pour les voies parallèles et le croisement, mais plutôt pour les coulisses. À la fin du film, la caméra de Kieślowski a franchi la barrière. Elle a pénétré dans le labyrinthe, au cœur même de l'administration polonaise. Assimilée à des chiffres, des papiers, des archives, la population apparaît alors particulièrement déshumanisée. C'est toute l'ambition du cinéma documentaire de Kieślowski qui est déjà décrite ici. Aller faire un tour de l'autre côté de la vitre, dévoiler ce qui était soigneusement dissimulé sous la surface, derrière le vernis de la propagande communiste. Tout au long des années 70, avec des documentaires comme par exemple L'usine, La gare ou L'hôpital, le cinéaste va continuer à montrer la réalité de la société polonaise. Un souci de description et de témoignage que Kieślowski explique ainsi. Ce qui m'intéressait en Pologne, disait-il, c'était le monde non représenté. Je voulais décrire ce monde. Vous n'imaginez pas ce que c'est que de vivre dans un monde sans représentation. Kieślowski croit alors en la toute-puissance du cinéma comme moyen d'enregistrer le réel et d'être en prise directe avec les soubresauts de la société polonaise. Dans la plupart de ses courts-métrages documentaires, Kieślowski privilégiera la description de lieux collectifs, un hôpital, une usine ou une gare, qui sont traversés par la population dans l'anonymat. Réside alors la forte impression d'assister à un ballet d'automates sans vie, qui se croisent sans pouvoir communiquer entre eux. Comme l'annonçait déjà L'Office, tous les documentaires de Kieślowski consisteront à dévoiler au grand jour cet aspect mécanique et inhumain de la société polonaise. Au milieu des années 70, Kieślowski va amorcer le premier virage décisif de sa carrière. Après Premier amour, un documentaire où la caméra de Kieślowski s'immisçait dans l'intimité d'un jeune couple, le cinéaste parvient à une certaine limite et s'interroge. Saisir des gestes et des instants, disait-il, c'est l'intérêt du documentaire et c'est son piège. Plus je m'approchais du centre, de l'intime des personnages, plus j'avais peur. Parce que c'est ce que je cherchais et qu'en même temps, je le refusais à la caméra, pensant qu'elle n'avait pas à le saisir. Kieślowski va alors se détourner du documentaire pour aller faire un tour du côté de la fiction. Avec Le personnel, qu'il réalise pour la télévision polonaise, Kieślowski dévoile à nouveau sa fascination pour les coulisses, mais cette fois sur le mode fictionnel. Le jeune personnage du film est costumier dans un théâtre. Comme bon nombre de personnages qu'inventera Kieślowski par la suite, il ne participe à la vie de la troupe qu'à la marge, à distance
et n'a pas d'autre choix que de se positionner en observateur. Dès lors, la filmographie de Kieślowski va se scinder en deux. D'un côté, les courts-métrages documentaires, de l'autre, des longs-métrages de fiction. Mais ces deux voies parallèles ne vont cesser là aussi de se croiser, de s'influencer, Kieślowski n'hésitant pas à insuffler des éléments documentaires dans ses fictions et inversement. Dans les années 70, la contestation prend de l'ampleur en Pologne. Des grèves ouvrières ont éclaté à Gdansk en décembre 70 et ont été une nouvelle fois réprimées dans la violence. En 1976, un important mouvement social bloque à nouveau la société polonaise. Suite à une forte augmentation des prix de la viande, de grandes grèves s'organisent à Radom et à Varsovie. Des groupes d'intellectuels créent alors les corps, c'est-à-dire des comités de soutien pour les ouvriers en grève et pour les victimes de la répression. Intellectuels et ouvriers regardent désormais dans la même direction. Une certaine forme d'unité est en train de se mettre en place. Au milieu des années 70, le cinéma polonais est lui aussi en pleine ébullition. De nombreux films importants voient le jour, comme Camouflage, de Krzysztof Zanussi, film ouvertement critique envers le gouvernement communiste, L'homme de marbre, d'Andrzej Wajda, qui revient sur les plus dures années du stalinisme, ou encore La cicatrice, premier long métrage que Krzysztof Kieślowski réalise pour le cinéma. La cicatrice, L'homme de marbre, Camouflage. Trois films devenus emblématiques de ce que l'on a alors appelé le cinéma de l'inquiétude morale. Un cinéma non seulement critique envers le gouvernement, mais trahissant également et plus profondément une forte angoisse, celle de ne pouvoir vivre dignement dans la société polonaise corrompue des années 70. Fortement influencés par le documentaire, les films de l'inquiétude morale privilégieront alors l'enregistrement de la réalité, au détriment de quelconque description psychologique fouillée. Avec La cicatrice, Kieślowski décrit en détail les rouages du pouvoir. Le personnage principal, Bednarz, retourne dans la ville de son enfance, Olenko, pour s'occuper de la construction d'une usine chimique dont il sera ensuite le directeur. Quelque peu idéaliste, Bednarz cherche à satisfaire tout le monde, le parti, les ouvriers et les habitants d'Olenko. Rapidement écartelé dans cet entre-deux indécis, il s'attire progressivement les foudres du parti, mais également celles des habitants de la région. Tout au long du film, Kieślowski ne cesse de montrer Bednarz au milieu de la foule, dans des réunions, des forums ou des commémorations. Mais son personnage a beau être sans cesse entouré, il a beau traverser des espaces collectifs, il est en fait toujours seul. Kieślowski le montre errant dans la ville comme un fantôme transparent, silencieux, anonyme, à la recherche d'une place qu'il ne trouvera jamais. Sa silhouette fantomatique préfigure les manifestants de la fin du film, lesquels marchent comme au ralenti, dans la brume et dans le froid. Ce qui intéresse Kieślowski dans La cicatrice, c'est finalement, comme dans L'Office, la description de cette barrière séparant les autorités et son peuple, lesquels ne peuvent jamais entrer en contact. Et cette barrière est de plus en plus visible, comme une cicatrice. Une cicatrice qui s'est ouverte en 1956 à Poznan, puis s'est rouverte en 1970 à Gdansk, et enfin en 1976 à Radom, une cicatrice prête à se rouvrir à tout moment. Si Camouflage et L'homme de marbre sortent en 1977, les autorités polonaises décident de freiner la sortie de La cicatrice, qui n'aura finalement lieu que 2 ans plus tard. Dans le même temps, le téléfilm Le Calme, dans lequel Kieślowski décrit la difficile réinsertion d'un jeune Polonais sortant de prison, est censuré. Le meneur de bal, un pamphlet social que Félix Falk réalise en 1978, est lui aussi censuré. Les relations entre la Film Polski et les cinéastes polonais sont alors particulièrement tendues, le gouvernement menaçant même un temps
de dissoudre les Espaules. En 1979, Krzysztof Kieślowski réalise son second long-métrage pour le cinéma, L'Amateur. On a souvent évoqué L'Amateur comme un autoportrait à peine dissimulé de Kieślowski. Et en effet, les similitudes sont nombreuses. Kieślowski raconte la transformation d'un ouvrier, Philippe Moss, en un cinéaste amateur obsessionnel et presque maladif, se coupant progressivement de son travail, de ses amis et finalement de sa famille, en raison de sa passion dévorante. Bierzemy się. Cholera, żeby nas tylko nie pogonił ktoś tutaj. Dans un premier temps, Kieślowski décrit à nouveau la capacité du cinéma à montrer l'envers du décor, ce qui se cache derrière les portes. Mais bientôt, Prowadź mnie, ce prowadź. pouvoir du cinéma à enregistrer le réel pour ensuite le diffuser au monde va s'effriter. Philippe Moss est en effet rapidement confronté à la censure de sa hiérarchie, inquiète d'une telle liberté de ton. À la fin du film, Philippe Moss cesse de filmer le monde extérieur et dirige sa caméra vers lui. Il transforme ainsi son cinéma soi-disant objectif en un cinéma subjectif à la première personne. L'échec du personnage à pouvoir changer le monde qui l'entoure par le cinéma sonne comme une parfaite métaphore du propre éloignement de Kieślowski vis-à-vis du documentaire. Comme un symbole fort, les cinéastes polonais de l'inquiétude morale accueilleront l'amateur avec circonspection, le jugeant notamment trop nuancé et pas assez critique, surtout dans la période de grande contestation des années 70. Nous sommes en août 1980. Des grèves massives éclatent à Gdansk. 17 000 ouvriers du chantier naval Lénine cessent le travail suite à l'effondrement économique du pays et à une nouvelle augmentation des prix des produits alimentaires. Bientôt, la grève prend de l'ampleur et gagne d'autres villes. Un immense mouvement populaire se met en marche. Des comités de grève inter-entreprises sont créés. Lech Walesa en assure la direction. Face à la pression, le gouvernement est contraint d'ouvrir les négociations avec les grévistes. Le 31 août, les accords de Gdansk entre Lech Walesa et le vice-premier ministre de l'époque sont signés. Les autorités cèdent sur 2 points, le respect du droit de grève et la liberté de pouvoir créer un syndicat libre. La porte est ouverte pour la création de Solidarnosc, syndicat pacifiste et indépendant, qui compte, dès le mois de septembre, plus de 10 millions de membres. Le cinéma polonais vit lui aussi une période particulièrement faste. Un film emblématique, L'homme de fer, d'Andrzej Wajda, raconte la naissance de Solidarnosc et peut même être vu comme le film de propagande du syndicat. Progressivement, la censure polonaise dessert son étau. Réside alors un sentiment d'urgence dans le cinéma polonais, comme s'il fallait se dépêcher de filmer, comme si, inéluctablement, ce vent de liberté pouvait s'arrêter d'un jour à l'autre. À cette période, Krzysztof Kieślowski réalise son 3e long-métrage pour le cinéma, Le Hasard. Le film raconte 3 destins différents pour un même personnage, Vitek, en fonction d'un train qu'il parvient à prendre ou non. Dans une première histoire, Vitek rencontre un membre du Parti communiste et s'engage à son tour pour le parti. Dans une seconde histoire, il devient membre de Solidarnosc. Et dans une troisième, il devient médecin et tourne le dos à toute forme d'engagement politique. Si Le Hasard n'est pas un film militant, il est tout de même le témoin de la période charnière que vit alors la Pologne. Car bien des choses ont changé par rapport aux fictions précédentes de Kieślowski. Cette fois, l'espace s'est élargi. Autrefois enfermé dans un monde à plat, le personnage est maintenant plongé dans la perspective. De nouveaux horizons sont peut-être en train de s'ouvrir pour le personnage et pour la Pologne. Le choix semble maintenant possible, même si, comme toujours chez Kieślowski, il ne tient qu'à un fil, à un train que l'on parvient à prendre ou non.
La sortie du Hasard était prévue pour la fin de l'année 1981, mais elle n'aura pas lieu. Un bouleversement politique va tout remettre en cause. En effet, depuis le milieu de l'année 81, le Parti communiste durcit sa position vis-à-vis de Solidarnosc. En octobre, le général Jaruzelski prend officiellement le pouvoir. Dans la nuit du 12 au 13 décembre, il proclame la loi martiale, c'est-à-dire un état de guerre en Pologne. Les dirigeants de Solidarnosc ainsi que des milliers de militants sont emprisonnés. Les chars pénètrent dans Varsovie, le couvre-feu est établi, les mines, les usines, les chantiers navals sont nettoyés dans le sang. La population polonaise ne pourra plus se regrouper que dans la clandestinité, notamment dans les églises ou les cimetières. Après le fol espoir suscité par le plus grand syndicat qu'ait jamais connu un pays du bloc de l'Est, vient le temps de la désillusion. Après l'espace ouvert, l'horizon bouché. Pour le cinéma polonais, c'est une période de crise sans précédent. La production cinématographique s'arrête. Les salles sont provisoirement fermées. Le Hasard, L'Homme de marbre ou L'Homme de fer deviennent des films interdits. Après la loi martiale, j'ai été en crise, comme tous les Polonais, dira Krzysztof Kieślowski. Il faudra attendre 3 ans avant qu'il ne réalise un nouveau film. Ce sera Sans fin, qu'il écrit avec l'ancien avocat Krzysztof Piesewicz, qui deviendra le scénariste de tous ses derniers films. Le générique de Sans fin est particulièrement révélateur. Un cimetière, quelques bougies, un requiem. La Pologne de l'après-loi martiale est ici plongée dans les ténèbres. C'est le temps du deuil et de la veillée funèbre. Sans fin s'ouvre sur le regard caméra d'un fantôme, Antek, mort d'une crise cardiaque, et qui ne peut désormais que regarder sa femme et son fils à distance. Ce fantôme est interprété par Jerzy Radziwiłowicz, l'acteur principal de L'Homme de marbre et L'Homme de fer de Wajda. Il n'en faut pas plus pour voir dans cette silhouette discrète le fantôme du syndicat Solidarnosc, un fantôme plus tout à fait en vie, mais pas encore tout à fait mort, qui revient hanter la Pologne de l'après-loi martiale. Le personnage d'Antek n'est d'ailleurs pas l'unique fantôme de Sans fin. Tout au long du film, et notamment dans ces réunions clandestines dans un cimetière, les Polonais s'apparentent eux aussi à des silhouettes fantomatiques, tellement perdues qu'elles semblent ne plus avoir d'autre choix que de chercher à communiquer avec les morts. Malgré les prières en commun, c'était une période de désintégration des liens sociaux, dira le scénariste Krzysztof Piesewicz. Le Hasard nous montrait que la vie ne tenait qu'à un fil, mais le fil qui reliait les Polonais avant la loi martiale est visiblement coupé dans Sans fin. Les réunions, les manifestations, les regroupements que filmait tant Kieślowski dans ses précédents films laissent cette fois la place à des entrevues clandestines dans des appartements trop étroits ou dans des cimetières trop sombres. Face à cette désintégration des liens sociaux, Kieślowski va développer, pour la première fois, une certaine croyance en une communication plus mystérieuse et plus secrète entre les êtres. À plusieurs reprises, la jeune veuve parviendra en effet à communiquer avec son mari défunt, se jouant alors de toutes les barrières rationnelles. Les fils entre les êtres ont beau avoir été coupés par la loi martiale, ils existent encore et toujours, ils survivent, mais dans une autre dimension. C'est le virage que prend le cinéma de Kieślowski après la proclamation de la loi martiale. Confronté à une réalité dramatique en Pologne, le cinéaste commence à entrouvrir la porte à une réalité parallèle, invisible et mystique. « 1988, le Décalogue. 10 films écrits par Kieślowski et son scénariste Piesewicz.
10 courtes histoires décrivant des personnages enfermés dans des situations inextricables, perdus dans une société plus que jamais viciée. Le plus célèbre des films du Décalogue, Tu ne tueras point, est emblématique de cet ambitieux projet. Comme le montre son générique de début, Tu ne tueras point est un film scindé en 2 parties, correspondant à 2 meurtres bien différents. D'un côté, un meurtre sauvage et désordonné, et de l'autre, un meurtre organisé de façon administrative. L'un est perpétré à l'écart de la ville et de la civilisation, en parallèle, l'autre en plein cœur de la cité, dans ses entrailles mêmes, dans ses coulisses. Le premier meurtre se déroule dans l'anonymat et l'on ne sait finalement rien de la victime. Le second est cette fois personnalisé et l'on sait finalement tout de la victime. Kieślowski décrit finalement un meurtre qui doit tout au hasard et un autre qui, justement, ne doit rien au hasard dès lors qu'il est planifié et répété au préalable. Il n'y a absolument aucune échappatoire possible pour les personnages de Tu ne tueras point. Entre Sans fin et le Décalogue, 4 années se sont écoulées. Pour Kieślowski, le temps du deuil est maintenant fini, place maintenant au dégoût, à l'écœurement. Après cette vision si sombre, pessimiste, presque nauséabonde de la société polonaise, il était sans doute temps pour Kieślowski de changer d'air et d'horizon, et de partir découvrir d'autres pays et filmer d'autres villes. Alors qu'à la fin des années 80 tombe le mur de Berlin, et avec lui le rideau de fer, alors que la société polonaise se prépare à ses premières élections démocratiques, qui seront très largement remportées par Solidarnosc, Kieślowski s'apprête à tourner entre la Pologne et la France La double vie de Véronique, un film que l'on peut voir comme un fondu enchaîné entre la période polonaise du cinéaste et sa période française, marquée par la trilogie Bleu-Blanc-Rouge. La double vie de Véronique, un nouveau tournant dans la filmographie de Kieślowski. Comme il le laissait présager avec Sans fin, Kieślowski s'intéresse de plus en plus à une certaine dimension fantastique et aux liens quasi surnaturels qui vont se tisser entre Véronica et son double Véronique, 2 êtres qui ne se connaissent pas a priori. Les gens sont liés les uns aux autres. Il existe des fils invisibles, se plaisait à dire Kieślowski. La double vie de Véronique sera la tentative du cinéaste à saisir ou simplement faire ressentir ces liens invisibles. Kieślowski s'éloigne alors radicalement de toute dimension concrète. Les manifestations organisées à Varsovie ou les attentats de la gare Saint-Lazare, qui auraient auparavant constitué la matière première de son cinéma documentaire, sont utilisés ici comme une toile de fond, un élément du décor parmi tant d'autres qui ne touche ni le personnage ni le cinéaste. Kieślowski a alors franchi le pas et ne fera plus marche arrière. Il se concentre désormais sur les mystères cachés et finalement insondables de son personnage, sur les coulisses de l'âme, comme il se plaisait à le dire. Les gens sont liés les uns aux autres, disait donc Kieślowski. Les personnages de sa filmographie aussi. En dépit des nombreux virages amorcés par le réalisateur, une étrange lame de fond relie chacun de ces personnages. Ils entrent finalement tous en résonance les uns par rapport aux autres, ils communiquent entre eux, se contestent, se contredisent parfois, mais tous entretiennent des rapports particulièrement étroits avec la solitude. Tous ont décidément bien du mal à vivre en collectivité, dans une société aux allures de labyrinthe. Tous ont bien du mal à voir et à être vus. Tous ne peuvent que s'effleurer du bout des doigts. Mais entre la scène du bus de tramway et celle de la double vie de Véronique, des choses ont changé. L'obscurité fait maintenant place à la lumière. Un sourire, même léger, illumine désormais les visages. On ne peut pas toujours raconter des histoires sombres. Il faut aussi montrer quelque chose de clair, dira Kieślowski à la sortie de la double vie de Véronique. À l'aube des années 90, 2 ans avant la trilogie Bleu-Blanc-Rouge et 5 ans avant sa mort prématurée dans un hôpital de Varsovie, Kieślowski entame la dernière étape de sa carrière en ayant définitivement détaché ses yeux du réel pour désormais regarder vers le haut, dans la lumière.